Nos invités tout de suite, Hana Amir, vous êtes témoin en fait des révolutions. Donc en Tunisie, vous êtes d'origine tunisienne et égyptienne où vous vivez. Merci d'être avec nous. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Je pense que c'est la première fois en plus que nous sommes ensemble, donc ça fait autant de plaisir. Merci. Et Dr Mahmoud Saabet, vous êtes historien, merci d'être avec nous. Voilà, j'avais posé une question à Madame Choubachi, qui était aussi témoin de la révolution égyptienne, bien entendu, en tant qu'écrivain et journaliste, et je lui avais demandé si on croyait vraiment à un renouveau en faisant cette révolution. Alors, elle m'avait évoqué, elle a été affirmative, oui, évidemment, on ne voulait plus de ce régime et on voulait autre chose. Qu'en était-il en Tunisie? Bien sûr, non, les gens étaient à bout de ce qui s'est passé avec Ben Ali. Et, bon, les 4-5 premières années de son règne, si on peut dire, étaient pas mal. Puis après, tout a retourné au vinaigre. Bon, les choses allaient mal. L'enseignement, qui était un des meilleurs régimes au État. L'éducation, évidemment. Oui, l'éducation était vraiment très très bonne en Tunisie, dans tous les domaines. La santé aussi, les hôpitaux publics. Les médecins qui opèrent, qui travaillent dans les hôpitaux publics sont les mêmes qui travaillent dans les hôpitaux privés. La seule différence, c'est l'hôtellerie. C'est la même qualité de travail. Ça, oui. Non, l'hôtellerie, c'est-à-dire, bon, les soins, par exemple, à l'hôpital public, bon, il y a 3-4 par chambre, il n'y a pas le luxe. Dans les hôpitaux privés, il y a le luxe. Vous parlez des infrastructures hospitalières. Oui, c'est ça, oui, l'hôtellerie. Oui. C'était pas suffisant? Non, le travail, la valeur du travail était la même. L'effectivité aussi était la même. Les médecins faisaient aussi un bon travail dans les hôpitaux privés que dans les hôpitaux publics. Mais maintenant, les choses vont de mal en pire. Les gens respectaient les feux, même s'il n'y avait pas de policiers. Oui. Bon, on faisait des études supérieures en Europe, on n'avait pas besoin de faire des choses en plus. Bon, on terminait les études. Oui, mais à cette époque où on était, finalement, parce que ça a commencé, c'est la Tunisie qui était qui a déclenché, le point déclencheur, oui. Avec ce pauvre homme, Sidi Bouzid, oui. Qui s'est immolé, et l'exemple a été repris en Égypte, et ça a fait une espèce d'effet domino. Oui. Pour en arriver à ce point, à s'immoler, de désespoir, oui. Où en était-on socialement? Bon, les gens en avaient marre, la vie allait de mal en pire. Il y avait une famille, la famille de Ben Ali et surtout de sa femme, oui, qui monopolisait tout, avec 4 ou 5 hommes d'affaires aussi qui monopolisaient tout. Et puis bon, si tu es président ou tu es ministre, tu es le ministre d'un peuple. Et ce peuple en avait marre. Donc, il fallait faire quelque chose. Donc, on voit, Dr Mahmoud, qu'il y a vraiment des points communs. Hein. J'ai l'impression d'entendre vraiment la même chose en Égypte. On dit la même chose de Moubarak. Ça a bien commencé au début de son... Je qualifie ça vraiment de règne. Et ensuite, ça avait chuté jusqu'à l'écroulement du système éducatif, l'écroulement du système sanitaire aussi. Et donc, il y avait vraiment énormément de points communs entre les deux pays. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à suivre aussi, à prendre l'exemple de la Tunisie ici en Égypte? Je pense pour plusieurs raisons. La plus importante, c'est que il n'y a pas vraiment eu une amélioration économique depuis le début. C'était un peu le changement dans le sens stratégique entre l'assassinat de Sadat. Malheureusement, il aurait dû rester encore 5 ou 6 ans, 5 ou 10 ans même, parce qu'il y avait vraiment un plan. Le moment qu'il a été assassiné, le plan a été mis à côté. Et M. Moubarak est rentré dans l'affaire. Au début, ça a bien marché. Mais ils ont tombé vraiment malades au malaise du Moyen-Orient. Et c'est une malaise de la corruption. C'est une malaise qui est liée vraiment à l'ignorance des chefs d'État. Ils ne sont pas très bien éduqués.
S'ils sont bien éduqués, ils n'auront jamais rentré dans cette idée de corruption, d'aider leurs Oui, mais je veux dire, le chef famille. de l'État, il est entouré de conseillers, de ministres. Le système de Moubarak, après toutes les procédures judiciaires et les découvertes judiciaires, s'est avéré vraiment d'être un système mafieux, au point où il légalisait, que si je parle de langage de la rue égyptienne, il légalisait le vol. C'est-à-dire que il y a des personnes qui sont maintenant emprisonnées, qui, par la force de la loi et de l'Assemblée du peuple, ont pu légaliser leur corruption. Oui. C'est un système, vraiment de corruption légale, quoi. Oui, c'est une kleptocratie, vraiment. Oui. Moi, je ne comprenais pas, par exemple, j'ai assisté à ça, comment la femme de Moubarak prenait 4 ou 5 ministres avec elle quand elle voulait faire quelque chose. Bon, après tout, c'est pas elle la présidente. Et bon, il fallait l'attendre 2 ou 3 ou 4 heures. Bon, c'est-à-dire, ces ministres, ils sont au service du peuple, non pas au service de Suzanne Moubarak ou de qui que ce soit. Ils sont au service du peuple égyptien. Et j'ai vu ça plusieurs fois. C'est arrivé à un totalitaire, c'est la même chose. Oui, Leïla Ben Ali aussi faisait ça. Moi, parce que à ce moment-là, j'étais pas en Tunisie, je savais ce qui s'est passé au col, mais bon, je ne comprends pas comment la femme d'un président se permet d'avoir à son service 4 ou 5 ministres, et puis même à joindre à elle un médecin de cancérologie qui est vraiment extraordinaire. C'est l'un des meilleurs 20 meilleurs médecins dans le monde. Elle l'a pris pour qu'il la traite, elle, personnellement. D'accord. Ça va jusque-là. Non, mais on sent vraiment le totalitarisme dans ces régimes. Par contre, si on se rappelle un peu des souvenirs d'antan, et si on prend nos exemples personnels, moi, je me souviens, je veux dire, quand j'étais reporter à ce moment-là, quand on entendait les avis du peuple, c'était quand même assez divisé, parce qu'il y avait quand même des gens qui ne comprenaient pas ce soulèvement populaire contre donc le régime mis en place. Il y a des gens qui critiquaient ceux qui sont descendus donc dans les rues pour faire des révolutions, et ils sympathisaient avec le régime en Égypte, en l'occurrence de Moubarak, disant qu'est-ce qu'il a fait, essayant de le défendre, rappelons son histoire. Alors il a frappé, il était le commandant aérien, je ne sais pas quoi. Donc et on a vraiment essayé de justifier ce qui se passait dans le pays et condamner ces révoltes populaires. Alors, je vais demander à Dr Mahmoud comment on pouvait avoir cet avis divisé, mais je voulais d'abord voir avec vous, est-ce que c'était la même chose en Tunisie? Est-ce qu'il y avait des Tunisiens qui étaient encore partisans de Ben Ali après tout ce que vous me racontiez, ou ils étaient beaucoup plus unis contre lui? Et non, ils étaient beaucoup plus unis contre lui. D'accord. Et je trouve que quelqu'un qui fait son devoir, que ce soit Moubarak ou Ben Ali, ou n'importe qui fasse son devoir, il n'a pas à demander de récompense. C'est son devoir de faire ce qu'il doit faire, sans demander de récompense. Bon, si les gens le reconnaissent en tant que tel, d'accord. Mais en principe, faire son devoir, ça veut dire, si je suis président, je suis mère de famille, je suis père de famille, je suis professeur à l'université, je dois faire tout ce que je peux pour améliorer, pour apporter ce qu'il faut dans ce poste-là. Et ça ne se fait pas, malheureusement. D'accord. Et Dr Mahmoud, comment on a pu avoir cet avis divisé au sein de la population? À vrai dire, c'est le syndrome Stockholm, le prisonnier qui devient plus ou moins sympathise avec son voilà, et c'est plutôt ça, je pense, parce qu'après tout ils ont investi beaucoup de temps à ne rien faire depuis des années et des années. Donc il y a eu une réaction, et quand même il faut regarder que c'était une réaction de plus ou moins pas une jeunesse, mais ils étaient assez jeunes, ceux qui ont rentré déclenché, oui. Ils ont donc déclenché ça au début, bien sûr ça a changé plus tard, etc. Mais au début, c'était ce qu'on peut dire même, ça a été géré un peu par un élément de bonne famille égyptien même. On pouvait bien voir ça dans la rue. Les porte-parleurs des gens de la rue de cette révolution parlaient beaucoup mieux la langue anglaise que les porte-parleurs du gouvernement à l'époque, qui soi-disant étaient des grands experts dans la langue anglaise. Donc une jeunesse éduquée, ouverte au monde, absolument, ouverte aux réseaux sociaux. On parle même de révolution Facebook à l'époque, révolution de réseaux sociaux. Et rappelez-vous, on avait coupé Internet pendant
quelques jours pour éviter justement d'augmenter ces rassemblements, téléphone et Internet. C'était un moment assez critique. Mais qu'attendait-on exactement? Est-ce qu'on attendait un renversement du régime auquel on n'avait plus confiance, ou on attendait que, peu importe lui ou un autre, qu'il lance un vent nouveau, qu'ils écoutent ces trois revendications simples, Aïch, Hurriya, Adala Ijtimaïa, donc pain, liberté et égalité sociale. Qu'est-ce qu'on attendait, nous? Oui, c'était ça. Et en plus, il n'y avait pas vraiment une voix dans la gérance de l'État. C'était le premier problème. C'était le plus grand problème. En plus, l'économie était dans les mains de plusieurs grands hommes d'affaires, des relations, des cousins, des amis du chef d'État. Alors, il n'y avait plus de futur. Et on peut dire même que l'époque Moubarak a, dans un certain sens, volé une future égyptienne. Depuis, pour toute une génération, même 2 générations. Alors, oui, c'était une réaction à tout ça. Et une réaction, au début, ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas seulement pas vraiment écarter M. Moubarak, mais les buts de ce qu'ils étaient en train de faire a changé de jour à jour. Le moment qu'ils ont eu un peu de succès, ils voulaient plus. Et à la fin, ils ont pensé que voilà, c'est fini, Moubarak est tombé. On n'a plus rien de faire, on n'a plus un devoir à faire là. Mais c'est vraiment dans des situations pareilles, c'est le commencement d'une nouvelle étape. D'une nouvelle ère. Je vous repose la même question à vous, Hana. Oui, je crois que le problème aussi, c'est que ce soit Ben Ali ou Moubarak, ils n'ont pas permis qu'il y ait une seconde ligne et une troisième ligne. C'est-à-dire, il y a une génération. Non, ils ont écarté, Ben Ali a écarté tout le monde, tous ceux qui pouvaient donner une espérance, où il y avait un petit feu de quelque chose pour l'avenir, il l'écartait. Il fallait qu'il soit lui, et puis c'est tout. Et puis ses entourés, que tout le monde qui dise Amen, et puis c'est tout. Et ici, c'était la même chose. Bon, je ne comprends pas, par exemple, et ça se voyait même dans le sport. Je me souviens quand Hussam Hassan, n'était plus le buteur. Bon, dans un pays où il y a 85 millions, il peut y avoir 1000 Hussam Hassan, pas uniquement un seul Hussam Hassan. Ça veut dire que les gens ne voulaient plus se battre aussi. Il n'y avait plus cette ferveur en eux, cette flamme qui les pousse à se battre aussi. Ça, et la situation économique, la situation sanitaire, l'éducation, la culture aussi. Il n'y avait plus, sur le plan culturel, les gens ne lisent plus, les gens ne sont plus éduqués. Bon, il y a de la saleté partout. Moi, je me rappelle, je me battais parce que les gens crachaient par terre ou jetaient. Donc il y avait une attitude. Oui, ça, après tout, ça, c'est notre pays, c'est notre rue, c'est notre école, c'est notre hôpital, c'est pas celui du gouvernement. Moi, j'ai appris à mes filles, de bien conserver l'école où elles sont, l'autobus qu'elles prennent, parce que c'est un bien commun. C'est pas le bien de l'État, parce que l'État c'est nous, c'est pas les autres, c'est pas le gouvernement. Alors à ce moment-là, donc après la chute de ces régimes autoritaires, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Les gens eux-mêmes n'y croyaient pas, le monde entier ne croyait pas. Et puis, disons que les gens à cette époque, jusqu'à l'avènement des partis islamistes, les gens croyaient encore pouvoir changer les choses à base de manifestations, etc. Disons, quelles étaient les principales revendications? Est-ce qu'il y avait plus de jeux politiques ou il y avait plus d'esprit d'union nationale pour, disons, tracer une voie, une route sur laquelle le pays, que ce soit la Tunisie ou l'Égypte, pourrait marcher? Si je commence par vous. Je crois que il y a des gens qui ont intervenu, qui se disent islamistes. Moi, j'y crois pas. Je les ai jamais appréciés. Je ne pourrais islamiste, d'après le dictionnaire, si j'ai bien compris, c'est quelqu'un qui utilise l'islam comme, disons, comme fin politique. Voilà, comme fin politique et comme excuse surtout pour ses fins à lui. Oui, Narda est revenu en Tunisie pour prendre la récompense, parce qu'ils voulaient, ils ont été mis en prison, etc. Bon, ils ont opté pour une certaine idée politique. Ils ont été mis en prison. C'est normal. C'est comme ça. On est dans l'opposition, dans un pays avec un président dictateur. C'est ce qui t'arrive.
Et ils ont demandé le prix de ça, de leur bataille contre le gouvernement, alors qu'on était en révolution et on était sur le plan économique en très mauvaise situation. Et ça, je crois que certains Tunisiens ne le pardonnent jamais à Nahda. Bon, alors le problème aussi, c'est que il n'y a pas eu la chance avant ça de préparer des cadres pour pouvoir tracer ou aider à sortir de cette impasse. Ben, c'est exactement la même chose chez nous, Dr Mahmoud. Oui, dans un certain sens, le problème ici, c'est que ceux qui ont plus ou moins géré ce qui s'est passé et géré la situation quand la chute de Moubarak, n'étaient pas vraiment doués dans le sens politique, parce qu'on n'avait vraiment pas une maturité politique à cause de Moubarak. Ouais. En plus, c'est les éléments qui étaient les plus organisés, qui ont rentré dans le vacuum. Justement, les éléments les plus organisés étaient à l'époque les frères musulmans. Ouais. C'est les frères musulmans et les soi-disant partis politiques traditionnels qui n'avaient vraiment... Eux aussi, c'était de la façade de M. Moubarak, en tous les cas. Alors, il y a eu beaucoup de politique qui s'est jouée... plus après. Que vraiment écouter des revendications. Absolument. Si on continue toujours dans cette période de transition, je reprends avec vous le peuple égyptien à l'époque. Il y a eu des modifications quand même sociales qui sont radicales. Après un espèce de recul, puisque ça s'est passé il y a quelques années, je ne sais pas si on peut avoir un bon recul en l'espace de 2 ou 3 ans, mais avec le recul qu'on a, comment est-ce que vous pouvez évaluer en tant qu'historien l'évolution sociale de l'époque ? Jusqu'au moment de la Révolution. Alors en fait, disons qu'à partir de la chute de Moubarak, disons jusqu'à aujourd'hui. Il y a, je trouve, beaucoup plus grand intérêt dans la politique. Un beaucoup plus grand intérêt dans l'historique et l'histoire égyptienne, et dans le sens que comment est-ce qu'on a pu se trouver dans la situation d'aujourd'hui et quel est le chemin qu'on a pris pour arriver à dans la situation telle qu'elle est. Et je pense que c'est plutôt ça. Et il y a un intérêt dans le sens politique, il y a beaucoup plus de discussions politiques. Et je trouve qu'il y a eu une